Et là c'est bon. Et Si tu parles, vas-y, ouais. teste un peu. C'est toi qui t'es formé là pour le logiciel ou on t'a expliqué, on t'a montré? Non, j'ai regardé sur internet. T'as regardé ça? J'ai regardé sur internet. Autodidacte. Autodidacte. Et tu vois, Et- quand je vais parler, l'espèce de fréquence que t'as là, Ouais. il faut qu'elle soit à peu près à cette taille-là pour vraiment qu'on t'entende bien. Ok. Et moi là, on la voit presque tiens, pas. C'est pour ça qu'il faut que tu. Faut que je... J'ai Mais- relevé, Je suis proche là, je parle bien dedans et pourtant ça a pas l'air de faire les mêmes fréquences que toi. Si, ça va, c'est pas mal. Ok. Ah si, c'est moi en bas C'est là. pas mal. Ah, Toi, c'est en... Toi, t'es en... Moi, Ouais, je suis en c'est ce qui me semblait, mais c'est tout petit, non? bas. Ouais, non, mais ça va, faut pas qu'il y ait moins. Ok. Pas qu'il y ait moins, mais faut vraiment la bouche limite sur le truc. Ouais, mais ouais, ok, nickel. ça va. Là, on est bien. Je vois. Là, faut au moins ça. Sinon, après, moi, au traitement du son, je peux pas, là, t'as la petite vis ici. Yes. Si jamais tu veux des serrures resserrées. Faut qu'au moins. Je vais me Après, on peut setup. rapprocher la table. Ouais. Je vais regarder pour me faire un setup où ça marche. Niggas got me hot. Yeah. Said, hey, well that's exactly what the nigga came for. You throwing shots from afar, I'ma meet you at your front door. So hard to be doing what you really meant for. You see C'est pas mal. C'est pas mal. Une nourriture de combat. Ça marche bien. Nickel. Alors, je vais nettement dérouler. Et on va pouvoir commencer. Tac. Bon, eh ben ça y est, on y est. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir que tu sois là pour le lancement et que tu sois là pour le premier épisode. Dans l'ordre, ne t'embête pas non plus. Y a pas, justement, on n'est pas dans le mode académique. Il y a l'introduction. Bonjour à tous. Il n'y a pas de ça, justement. Ça reste dans la discussion et moi je reprends des éléments qui permettent de construire l'épisode et de faire en sorte que ce soit digeste et que les gens comprennent quand ils écoutent quoi. Ok. Donc voilà. Mais déjà, même avant de commencer, hein, comme ça je pourrais te laisser te présenter rapidement. Voilà, là c'est le début, c'est le premier épisode de ce nouveau format qui va être la coloc podcast. Donc malheureusement pour ce coup-ci, d'habitude l'idée c'est d'animer ça à deux et de recevoir un invité. Mon compatriote ne peut pas être là pour cette édition-ci, mais pour la retrouver sur les prochaines. En tout cas, l'idée de ce podcast, c'est qu'on réunit des métalliers. Moi, je suis métallier. Toi aussi, Lucas, t'es métallier. Ouais, tout à fait. On réunira souvent des métalliers et d'autres. On pourra varier, la formule, on pourra la varier. Mais c'est de réunir des métalliers pour parler d'autre chose que de la métallerie. De la métallerie, on va en parler naturellement, mais pour avoir vraiment une ambiance posée, qu'on puisse discuter et que ce soit sous un format de discussion et que les gens puissent écouter ça de manière posée, sans se concentrer dessus, que ce soit pas un format type documentaire, c'est vraiment pas ce qu'on veut, que ce soit une discussion et qu'on puisse écouter ça même en faisant autre chose. C'est pour ça que le podcast ça paraissait être un bon format et que ça prend son sens. Donc voilà, aussi avant de commencer et encore avant de te laisser te présenter, ce qui est cool, c'est que les gens pourront écouter ça avec je l'espère, une super qualité audio. En tout cas, ce qui nous permet d'avoir une bonne qualité, c'est le matériel qu'on a pu avoir grâce à l'Union des métalliers. Et moi, on les remercie, qui croient au projet, qui nous aident pour le lancement et qui nous ont aidés pour ce matériel, pour éviter d'avoir à commencer en bricolant avec un téléphone, un ci, un ça, un bout de micro racheté à la va-vite. Là, on peut avoir un matériel correct, donc il manque. On essaie de se former à l'utiliser correctement, donc j'espère que que le rendu sera chouette. Mais en tout cas, c'est super pour eux de nous aider là-dessus et nous permettre de lancer. Donc voilà, on les remercie. Donc, bienvenue Lucas. Merci William. Je te laisse te présenter vite fait, rapidement. Bon, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui te connaissent déjà, mais Parmi les auditeurs, ouais, j'imagine. Et bah, du coup, je suis Lucas Aubrecht. On m'appelle Lucas le Munichois aussi, là où on s'est rencontrés, toi et moi.
J'ai 33 ans là et je suis métallier, moi aussi, comme tu l'as déjà annoncé. Que dire, là je rentre. Je suis originaire un peu de l'Est, d'Alsace. J'habitais de l'autre côté de la frontière une bonne paire d'années. Et... Parce que toi, t'es pas né là-bas. T'es pas né en Allemagne. Je suis pas né, mais t'as vécu en Allemagne. J'ai vécu 17 ans, ouais. J'ai vécu 17 ans à Munich. Ah oui. Je me rappelle plus que c'était autant. Et j'ai pas 34 ans, donc plus de la moitié de ma vie pour l'instant. Et je suis né à Strasbourg, mais mes parents vivaient déjà là-bas. Donc le fait de dire que je suis pas né là-bas, c'est vraiment pour souligner le fait que j'y suis pas né, mais c'est tout comme quoi. J'ai passé plus de la moitié de ma vie de l'autre côté du Rhin, à Munich. Trop cool. Et voilà. Et là. Et c'est pour ça que ton portable est toujours programmé en allemand. Complètement. Ça peut garder un peu ses racines. Ouais, comme ça les gens ils savent pas ce que tu fais, c'est bien. C'est bien. C'est une bonne méthode d'anti-espionnage. Je sème la confusion chez l'ennemi. Voilà. Et. Non, trop cool. Et trop cool. Du coup, moi je vais quand même me présenter parce que vu que c'est le premier format, il y a très certainement beaucoup de personnes qui me connaissent pas, mais moi c'est William, la salle Z. J'ai 25 ans, je suis originaire de Marseille, et d'ailleurs, on est actuellement à Marseille, et c'est là où on fera la plupart des formats. J'espère pour la suite qu'on pourra s'exporter un peu et plus facilement aller faire des enregistrements pour aller chercher des personnalités aux quatre coins de la France, et même au-delà, on sait jamais, dans un futur. Voilà, mais je suis métallier aussi, depuis mes 15 piges, et je kiffe ça, donc voilà. J'ai un projet qui me permet de rencontrer plein de gens, j'espère, par rapport à ceux que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer pendant ma formation et pendant ma petite carrière que j'ai pour le moment. Donc voilà. Première question, comment ça va ? Écoute, il fait beau, on est à Marseille, je suis content de retrouver les copains. Moi là je reviens d'un long voyage et du coup c'est très chouette de repasser en Provence, d'avoir l'occasion de se retrouver autour d'une petite bière, d'un petit repas et de reconnecter avec les potes quoi. Un petit beef taille. Un petit beef taille, carrément. Passé bien, passé crème. Ça fait plaisir, ouais. En plus je suis très libre là, donc j'ai le temps de faire ces choses-là. Ouais, toi en ce moment du coup là t'es en Alsace ? Je suis à Besançon. À Besançon, ouais. En Franche-Comté. Je suis à Besançon en Franche-Comté, exactement. Ça fait un mois là que j'ai posé mon sac et qu'il est ouvert, mais il est pas déballé. Je suis là avec ma copine et bon, j'ai pas passé. Je passe pas tout mon temps là-bas. Là, je suis pas mal en mouvement encore, toujours nomade. Mais ouais, Besançon donc. Trop bien. Ouais, j'imagine le temps là-bas, pas pareil qu'ici. Ça va. Ouais, t'arrives dans la bonne période. Ouais, franchement, j'étais assez surpris. On a eu des petits 18 degrés, du beau temps et tout. Ouais, il fait pas dégueu à Besançon. Ça, nickel. Il fait pas dégueu. Puis en plus, ouais, ça doit être tranquillité. J'imagine t'es dans la ville ? Non, on est un peu à l'écart. On est le CHU où bosse ma copine. Du coup, il est assez excentré, mais en 20 minutes, on est dans le centre. Et du coup, le quartier est effectivement assez calme. Ouais. Trop bien. Ah, mais ça c'est cool. Ça fait plaisir. C'est cool. D'un côté, t'es un peu loin de plein de points d'intérêt, donc tu galères à bouger, mais d'un côté, t'es tranquille, quoi. Oui. Ouais, j'imagine. Et le bon et le moins bon. Mais trop bien. Mais du coup, deuxième question, ce qui va te permettre, toi, comment, parce que tu disais aujourd'hui, t'as 33 ans. Ouais. 33 ans. T'as aussi une petite carrière dans la métallerie. Tout à fait. Comment ça a commencé un peu tout ça ? Pourquoi t'es pas cuistot ? Pourquoi t'es pas basketteur ? Pourquoi t'es pas... Je suis pas basketteur parce que je suis pas assez grand, je pense, et que je saute pas assez haut. Et cuistot, mes heures perdues, mais voilà, j'en ai pas fait mon métier. Et en fait, j'ai été jusqu'au baccalauréat. Je l'ai eu sans fioriture et sans aide d'honneur, mais pas très scolaire sur la fin de. Et quand on a un bac, les parents ils poussent un peu vers l'université, surtout que c'était possible, on n'était pas. Voilà, donc c'était un petit peu une idée présente d'aller étudier. Par défaut, quoi. Tu te disais, j'enchaîne les études, je commence. C'est ça.
sans m'être réellement posé la question de ce que je voudrais faire. J'arrivais pas à me projeter du tout, c'était très abstrait. Donc j'étais à la fac, j'ai fait une fac de LEA parce que j'avais la facilité des langues. Donc à ce moment-là, je suis rentré en France et bon, je parlais allemand, je parlais bien anglais. Je me suis dit, bon, une fac de langue, je vais me la couler douce 3 ans, je vais faire une licence et puis on verra bien où ça me mène. Et dans cette démarche totalement intéressée, au bout de 2-3 mois, j'étais blasé par les cours, j'ai fait un peu de chinois, ça m'a stimulé, mais j'ai fini par, même ça, un peu débranché. Et c'est une année où où il y a eu beaucoup d'introspection, où du coup, j'ai pas fait grand-chose professionnellement parlant, ou dans mes études, j'étais pas très investi. Et à la fin de cette année, bah, il a fallu se poser des questions, même en cours de cette année, de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je pense qu'à l'époque, c'est ma grand-mère qui m'a mis un peu sur la piste des compagnons, du métier manuel. Ça m'a intrigué, je suis allé voir à la maison de Strasbourg. Et en très peu de temps, en fait, j'ai signé pour démarrer un apprentissage en prépa métier chez les compagnons. Je savais pas du tout... alors, j'hésitais entre la taille de pierre, la serrurerie-métallerie. Et finalement, je me suis dit, tiens, bon, le tailleur de pierre, il part d'un bloc, il le découpe, il le déconstruit, il arrive à un résultat fini. Et le fer, ça me semblait avoir des possibilités plutôt de s'étendre à l'infini. Ouais. Et donc ça m'a séduit, je me suis dit allez, on y va. Et la seule place, parce que je m'inscrivais un peu tard, la seule place qui m'a été proposée, c'était de démarrer mon apprentissage en 1 an à Montpellier. Et donc Toi, t'as fait ton apprentissage à Montpellier ? J'ai fait mon apprentissage à Montpellier. Même pas. Donc j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai traversé la France en diagonale de Strasbourg à Montpellier. Ouais. Et je suis parti... et du coup, t'as vécu 1 an là-bas ? Non, ton entreprise, elle était aussi là-bas ? Ouais, j'ai fait Bayargues en fait. J'ai j'ai fait la maison de Bayargues à l'époque. Et j'ai fait mon apprentissage en 1 an en interne chez les compagnons du coup. Putain. Et là, j'ai commencé à flirter. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans quand j'ai démarré. Et... Ah ouais, t'es parti d'Allemagne, en Alsace, à Montpellier. Voilà. Déraciné, quoi. Et pour arrêter les études, et enfin pour recommencer des études en manuel. Ouais. Le changement complet. J'avais besoin de concret, ça c'était une évidence, parce que du coup l'abstrait de la fac m'avait pas séduit, et donc le métier manuel, ça semblait concret, c'était de l'alternance, c'était de l'entreprise. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à démarrer, en tout cas mes premiers pas dans le métier. C'était un peu un coup de filet dans l'eau, quoi. C'était une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer, un peu en recherche de stimulation, de quelque chose qui allait me prendre, en fait, qui allait me donner envie de m'investir. Et ça a bien marché. Et ça a vachement bien marché. Plus que 10 ans plus tard, j'ai démarré en 2013, là on est en 2025, donc 12 ans plus tard, j'ai fait ma petite carrière dans le métier. Voilà, j'ai démarré ma petite carrière dans le métier aussi. Et qui a été pleine de rebondissements. Et ça m'a porté, ça m'a passionné jusqu'ici et j'avais pas fini encore. Du coup, métallerie mieux que le basket. Mieux que le basket, et mieux que les langues, a priori. Mieux que les langues. Après, ce qui est cool, c'est que derrière, t'as quand même gardé ton... Enfin, t'as ton bagage linguistique, quoi. T'arrives à parler 3 langues. Ouais, avec l'espagnol, ça fait 4 maintenant. Il y a l'espagnol qui s'est rajouté. Et je pourrais le raconter un peu après, mais du coup, j'ai eu l'occasion de revenir aux langues aussi pendant mon voyage de manière assez surprenante. Je m'y attendais pas. Et comme quoi, il n'y a rien qui est jamais perdu, quoi. Tout, même des petites tentatives qui paraissent parfois infructueuses, en fin de compte, elles peuvent porter des fruits. On se retrouve dans un domaine... Trop bien. When you're on a holiday, you can't find the words to say all the things that come to you, and I wanna feel it too. On an island in the sun,
toi, finalement, ce que j'aime bien, et ce que je trouve cool, c'est que même pendant ta formation, pendant que tu as baladé, et même très récemment, ça t'a donné quand même l'occasion de bouger. Enfin, il y a ton gros voyage dont tu vas nous parler, Ouais. mais il y a... T'avais déjà été à l'étranger pendant ton tour ? Oui, on est invité à faire bien sûr une étape à l'international et j'étais parti en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est vrai que t'avais Ouais. du côté en Nouvelle-Zélande. J'étais parti 1 an, ouais. Donc déjà, quand t'avais quoi, 4-5 ans de métier, Ouais, t'es allé faire 1 an en Nouvelle-Zélande. ouais, à 24 ans, je suis parti. Ouais. Donc, quatrième année de métier, ouais. Je suis allé 1 an à l'autre bout du monde. Trop cool. Et là-bas, c'est une année en Nouvelle-Zélande. T'avais pu travailler là-bas. Le but, c'était de travailler quand même. Enfin, il y avait un côté culturel, Oui. bien sûr, naturellement. Mais c'était passé comment ? T'es allé ramasser des patates ou t'avais quand même t'as fait un peu métier ou pas du tout ? J'étais dans une démarche de voyage, de découverte de la culture, mais effectivement, le métier, c'est aussi un moyen de Gagner sa de croûte. vivre, de gagner sa croûte. Et en Ouais. fait, je m'en sortais beaucoup mieux, mine de rien, en métallerie qu'en tant que barman, où j'avais beaucoup moins d'expérience. T'as fait barman ? Non. Non. Voilà, je spoil, mais non, du coup, effectivement, j'ai bossé en métallerie en Nouvelle-Zélande et ça a été une super expérience. Je suis passé de l'intérim au début parce qu'on peut partir accompagné, c'est-à-dire avoir déjà son entreprise sur place et avoir une certaine C'est une manière de faire stabilité. son visa même ? Euh, D'avoir une boutique déjà là-bas ? Non, Effectivement, ouais. voilà, tu peux partir sans un visa de travail, mais du coup, tu sais que tu es rattaché à l'entreprise et si tu quittes l'entreprise, tu perds ton visa. Oui. Moi, j'ai bénéficié à l'époque du magnifique PVT, qui est quand même une chance incroyable. C'est un visa donc de vacances et de travail vacances, ouais. qui te permet d'être libre. Voilà, c'est pas un visa de touriste avec lequel tu n'aurais pas le droit de travailler, et c'est pas non plus un visa de travail sans lequel, si tu quittes l'entreprise, tu perds aussi ton visa. Donc le PVT, il m'avait permis cette souplesse d'arriver dans le pays sans embauche. Et je suis allé faire le tour des agences intérim du centre-ville. Je suis allé aussi voir quelques entreprises. Et très vite, j'ai trouvé du boulot à Christchurch, dans la ville où j'avais atterri. Yes. Et donc je suis resté 1 mois et demi, j'ai changé de ville là-bas, je suis parti à Queenstown parce que c'était la ville de rêve, des sports extrêmes, entouré de montagnes, enfin ça me faisait rêver. Et là-bas j'ai embauché du coup dans une entreprise avec sur le CV une première expérience néo-zélandaise. J'ai trouvé une entreprise dans laquelle je suis resté tout au long de mon séjour. Et j'ai entrecoupé, j'ai fait plusieurs road trips où j'ai arrêté de travailler pendant des semaines et je partais explorer. Mais oui, j'ai travaillé en métallerie, ouais, exclusivement, quoi. Tu faisais quoi genre là-bas comme boulot ? On a fait un peu d'inox, j'avais fait une espèce de cheminée géante en tôle de 8, un truc qui faisait 4 mètres de long, 2 mètres de haut, 2 mètres de profondeur, donc tout habillage tôlé, ciré. Et t'avais des chantiers de haut de gamme un Ouais. peu. ouais, il y a eu on a eu des beaux petits boulots, ouais, et on m'a confié des jolis travaux et ça c'est un peu la gratification aussi de l'investissement qu'on porte à notre travail. En fait, on est très apprécié en Océanie, les Européens principalement, donc pas exclusivement les Français, pas exclusivement les compagnons. Si tu as une formation européenne, t'es très apprécié parce qu'on a, ne serait-ce, alors il y a un savoir-faire. Ils respectent effectivement. ça et ils t'intègrent. Ils te font vite confiance, Yes. ils sont contents de te faire bosser. Et il y a une particularité qui est quand même, qui nous est propre, et ça, tant que t'as pas voyagé, tu t'en rends pas trop compte, mais on a une mentalité du travail qui est quand même, elle nous fait un peu défaut parfois parce qu'on cravache, on peut pas, on se tourne pas les pouces à l'atelier, un patron il va vite te mettre des coups de pied au cul si t'es pas en train de bosser, mais c'est pas comme ça partout dans le monde. Ouais. Et en Nouvelle-Zélande c'est vraiment pas comme ça, les mecs se la coulent plutôt douce, et ils bossent hein, mais on court pas après le boulot quoi. Et donc quand tu arrives et que toi t'as un peu cette mentalité, qu'est-ce que je fais là, j'ai rangé mon Tu établi, mets ton activité au premier plan quoi. voilà. Et eux, c'est plus un délire d'équilibre de vie. D'un côté, ça nous C'est manque ça. aussi ça parce que ça remet
Tu te dis, vas-y, quelqu'un qui voit vite toutes ces années de carrière défiler parce qu'il est trop dans le boulot, bah, il se régale. S'il fait quelque chose qui lui plaît, il se régale, mais derrière ça enchaîne et par rapport à une autre mentalité internationale où le travail est une manière de pouvoir vivre d'autres choses, d'autres Totalement. expériences directement. Ouais. Bah, c'était enrichissant de voir qu'il y a, oui, il y a une autre manière de penser son travail aussi et qu'on n'est pas obligé d'en faire le centre de sa vie. Et en même temps, ça te fait apprécier le fait que tu fais quelque chose que tu aimes, qui te passionne en fait, et que du coup, l'investissement que tu portes, c'est pas un effort. Ça peut l'être certains jours, bien sûr. On a tous une journée où tu as envie de jeter les outils, de rentrer chez toi et de te poser dans ton hamac. Mais globalement, c'est quelque chose qui, moi, me stimule, mon métier. Et j'aime concevoir, j'aime fabriquer, finir, poser. J'aime être créatif aussi. Et ça, c'est une richesse qui a été soulignée aussi en partant là-bas. Où je me suis dit, tiens, c'est pas donné à tout le monde, déjà, d'aimer ce qu'il fait au quotidien, quoi. Et culturellement, du coup, comment ça se passait? Parce que t'as été dans une entreprise le gros de ton année là-bas. Et après, t'as eu l'occasion de faire quoi à côté? T'as pu voir un peu le pays dans sa globalité ou tu t'es resté dans le même coin? Et bien, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coins de la Nouvelle-Zélande que j'ai pas eu l'occasion d'explorer. J'ai vraiment été voir tout ce qui me paraissait digne d'intérêt. T'as l'air d'avoir des paysages de fou furieux là-bas, non? Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. C'est très diversifié. En fait, t'as deux îles. T'as l'île du Sud qui est plus sauvage et un peu moins d'habitants. Les villes sont un peu plus petites. Et c'est très montagnard. Et vu qu'on est dans l'hémisphère sud, c'est là où il fait plus froid. Et t'as l'île du Nord qui a aussi ses perles, ses pépites de paysages. Et il y a la ville d'Auckland, de Wellington, qui sont un peu les plus grosses villes de Nouvelle-Zélande. Et quand on va tout au nord, t'es dans un climat subtropical. Et quand tu vas tout au sud de la Nouvelle-Zélande, tu peux skier, quoi. T'as des montagnes. En hiver, tu skis. Et t'as une richesse extraordinaire. La nature est incroyable. Les fjords qui plongent dans la mer. D'ailleurs, tu vas avoir un volcan avec un cratère de 300 mètres de diamètre. T'as des forêts de fougères, de fougères arborifères. Je crois qu'on dit comme ça. Je pourrais pas t'aider. mais puis une faune et une flore endémiques. Enfin, c'est un très beau pays. Ça a l'air ouf. C'est un très beau pays. Ça a l'air ouf. Ouais, c'est fou parce qu'on n'y pense pas tant que ça, la Nouvelle-Zélande. T'as beaucoup de Français qui y vont, j'ai l'impression, parce que même là-bas, t'entends parler des groupes Facebook de Français, qui se donnent des tuyaux, les Français en Nouvelle-Zélande, je crois que ce sont des vêtements comme ça. Mais c'est vrai que c'est un coin là-bas, on n'y pense pas automatiquement. Enfin, quand tu nais, tu grandis en France, tu penses plus au tourisme de proximité, même les opportunités professionnelles, celles de proximité. Tu vas travailler un peu en Belgique, tu vas travailler en Suisse, tu vas travailler en Angleterre, oui et non, un peu moins. Mais en Espagne, enfin ce que tu as autour. Mais en Nouvelle-Zélande, c'est vrai que ça fait direct une porte plus loin. Ouais. Et c'est pas dommage du coup, mais c'est bien de s'ouvrir cet horizon parce qu'en fait ils sont très accueillants, surtout des métiers de l'artisanat. Ils te gardent, quoi. Si tu arrives là-bas et que tu sais faire quelque chose, un skilled worker, si tu as un métier dans les mains, ils te laissent plus partir. Reste, on te paye la residency, tu restes à vie si tu veux, quoi. Tu te menottes au chauffage, puis tu dis t'es confortable ce chauffage, tranquille. T'es vraiment vite le bienvenu et c'est agréable. Ouais, c'est limite le piège si t'as prévu d'autres projets et que tu te dis vas-y, j'y vais là-bas 6 mois, je reviens. 6 mois plus 8 ans. Ça peut vite se transformer, ouais. Trop cool. Trop cool. Je vais en profiter avant qu'on attaque là, je vais me faire un thé. Vas-y.
Et du coup, on va pouvoir parler de la suite, parce que là, toi, tu t'es pas arrêté à la Nouvelle-Zélande. Et non. Parce que t'as été... Une fois que t'es rentré Nouvelle-Zélande, t'as refait 1 ou 2 années, puis après t'as été formateur. C'est ça. Formateur métier pendant 2-3 ans. 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans. À Lille, où on s'est rencontrés À d'ailleurs. Lille, on s'est rencontrés. C'est ça. Ça, c'est vrai qu'on le dit pas, mais oui. À Lille, on s'est rencontrés. Et après ça, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, depuis ce premier gros voyage, ça m'a jamais quitté l'idée de repartir. Elle était présente. J'étais pas impatient, j'avais tout mon temps, mais c'était présent dans mon esprit. C'était clair qu'il y aurait un autre voyage de ce calibre, parce que partir une année, c'est très enrichissant, mais c'est aussi, ouais, ça se prépare. Et donc, en voyant, bon, j'ai pris le temps de faire un peu les projets qui me paraissaient, enfin, qui m'ont attiré sur mes années de formateur. J'ai pas précipité ce voyage, mais la fenêtre de tir était parfaite. En fait, je terminais un épisode de ma vie professionnelle, et il y avait une transition à venir, et c'était pour moi le meilleur moment de réaliser du coup ce rêve de repartir en fait en voyage. Et cette fois-ci, je visais un pays d'Amérique latine. Donc j'avais envie, voilà, j'avais parfait mon anglais aussi en Nouvelle-Zélande, j'avais un bon niveau acceptable, et j'ai vraiment beaucoup progressé en anglais pendant mon année là-bas, parce que aussi j'ai fréquenté beaucoup les locaux, et j'avais envie d'apprendre l'espagnol, donc j'ai un peu bossé ça sur Duolingo, j'ai commencé à faire ma streak. C'est là où on s'était croisé, où t'avais 300 jours sur Ouais. Duolingo. J'ai dit, putain, trop cool. Et je m'y étais mis aussi après coup, ouais. J'avais tapé une belle streak, ouais, j'avais commencé une bonne année avant de partir, donc j'avais un bon 300 jours au compteur. Putain, et là, c'est fini d'ailleurs. Et Ouais, ouais, là, c'est fini. bah pour plusieurs raisons, ouais. J'ai perdu un téléphone. Ah oui, j'ai- ça aide pas. Non, et puis bon, quand t'es dans le dur vraiment et que t'apprends la langue au quotidien, en Ouais, fait ouais. l'effort il est tel que t'as plus besoin de te foutre 15 minutes sur ton téléphone pour en rajouter. T'es déjà assez stimulé, c'était même, je me souviens des premières semaines très fatigantes parfois, tu te dis, ben, putain, j'ai rien fait de ma journée de particulier, mais t'es fatigué. Et là tu te dis, bah ouais, mais en fait j'ai pas arrêté de penser dans une autre langue, je Ouais. suis en apprentissage constant. Ah ouais, tu sors ta zone de confort à mort. Ouais. Donc j'ai drop Duolingo. Alors au début je l'ai drop pour du russe. Je me suis, je sais pas, ça m'a pris comme ça. J'avais envie de faire l'alphabet cyrillique, j'avais envie d'apprendre. J'ai dit allez, bon l'espagnol ça m'emmerde, mais c'est dommage de casser ma streak qui était à 400 et des patates. Je dis allez, c'est une bonne habitude, un petit apprentissage par jour. Je voulais pas lâcher ça. Et donc voilà, j'ai passé au russe, j'ai fait ça 1 mois ou 2, j'ai perdu le téléphone, j'ai perdu ma streak, et là j'ai dit bon, tant pis, c'est pas C'est grave. la fin. Voilà, c'est la fin, c'est... On a fait le deuil. Ouais. Et quoi, et... Ouais, donc voilà, donc je méditais déjà à ce projet de repartir voyager. Mais c'est vrai, juste, je voulais un peu m'arrêter là-dessus, mais je trouve, tu tiens un truc quand tu dis j'ai fini un peu ma mission de formateur, j'ai fait formateur pendant 3 ans, et je me suis dit j'ai un temps mort. Et c'est vrai que ça, bah, on en a parlé, et moi je me projette un peu de la même manière. Mais c'est vrai que c'est ultra important quand tu as des gros projets comme ça, tu te dis si je le fais pas maintenant, bah ça va être beaucoup plus dur de le faire quand je vais engager d'autres choses. Et ouais. Ouais, il faut avoir je pense la lucidité de voir l'opportunité qui se présente. Bien sûr, on pourra voyager dans notre vie future, mais de cette manière, je pense que c'était vraiment le créneau. Et ça, ben, ouais, il faut avoir la lucidité de le voir, de saisir le moment et de partir. Moi, ça me fait rire parce que j'étais dans une entreprise en 2021, je crois, je sais plus, où il y avait plein de gens c'était une grosse boutique, et il y avait plein de gens de différents âges. Et à chaque fois, j'avais un projet de partir. Enfin, moi, j'ai toujours voulu partir un peu à l'étranger par la suite, au moins une fois, quoi, vivre un peu le genre d'expérience que tu as vécu. Et quand j'en parlais aux gens, au bout d'1 an, quand tu passes 1 an dans une entreprise, tu parles avec tout le monde, de tes projets, de comment tu te projettes et tout. Et les gens ils disaient ah ouais, trop cool quoi. Enfin, ça a l'air cool de vouloir partir à l'étranger. Et moi, je leur répondais toujours vas-y. Pourquoi tu y vas pas? Et vu que tout le monde avait ses excuses, mais vu qu'il y avait un peu tous les types d'âge et chacun était à différents moments de sa vie, c'était rigolo parce que il y avait le mec qui était vraiment en fin de carrière qui se disait oh ouais, c'est bon, c'est plus
c'est plus mon truc. Je me projette pas à faire ça, c'est bon. J'ai passé l'âge, quoi. T'avais celui qui était au milieu de carrière qui te disait ah ouais non mais moi c'est mort, j'ai les gamins et puis en plus j'ai ma baraque et en plus j'ai tout, enfin c'est mort. Au pire on peut s'imaginer une semaine là-bas et encore faut vraiment le préparer. Je disais ouais, après moi un peu teubé qui me disent oh bah, c'est pas grave tes gamins, enfin moi je cherchais les solutions. Tes gamins tu les poses à un endroit où tu les emmènes avec toi ou et puis si tu prévois un an à l'avance que tu vas le faire, c'est un peu le délire que je disais à chacun, c'était mais si tu te dis aujourd'hui dans 3 ans, même tu te laisses le temps, si t'as beaucoup de contraintes et tout ça peut s'entendre, mais tu te dis dans 3 ans genre je me fais 2 mois là-bas. On comprend bien que tu peux pas faire 1 an ou tout lâcher parce qu'il y a des choses qui engagent, mais 1 mois ou 2 mois à un endroit, tu le prévois, tu préviens tout le monde et tu dis, et les gens il y a un peu cette appréhension de non il y a trop de choses qui sont engagées pour le moment et j'ai pas envie de casser mon rythme du quotidien pour lancer un truc comme ça. Non, et il faut sortir de sa zone de confort, ça demande un effort conséquent, donc si t'es pas sûr de vouloir ça, c'est encore d'autant plus difficile de mettre les choses en place. Et comme tu dis, quand t'as des enfants, une maison, ta carrière, ça paraît pour certains inimaginable, mais pourtant on en connaît qui l'ont fait, hein. Maxime Bargada, il a pris son année sabbatique, bam, chef d'atelier, il est en Australie en ce moment, et ça faisait 3 ans qu'il travaillait chez l'ancien chef d'atelier, il avait un poste, tu te dis bah si tu l'enlèves la baraque elle s'effondre, mais il s'est donné les moyens. Des fois on s'arrête sur des idées en disant il n'y a pas d'autre moyen que ça comme ça, mais dès qu'on change les choses, on trouve des solutions. Dès qu'on se force à le faire, on dit on le fait, et en fait les solutions elles se trouvent, il n'y a jamais rien qui est bloqué. Et comme je disais, plus je redescendais d'âge dans cette boutique où je posais la question aux gens, plus j'arrivais sur un gars. Il y en a au final, il y avait mon âge. Je me rappelle à la fin, je finissais, il avait mon âge et je disais mais vas-y, mais qu'est-ce que t'attends, vas-y. Et lui, il avait fini par me répondre je verrai plus tard. Et je dis en fait personne va jamais faire ça, tout le monde a envie de le faire ou trouve ça cool, mais finalement il y a très peu de gens qui se lancent et c'est dommage parce qu'après ça crée du regret. Et le mec qui était le plus âgé dans le tas il dit putain si j'avais su j'aurais fait. Et encore il y a 30 ans les possibilités étaient pas les mêmes. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir voyager facilement tu quand même sur un truc c'est sûr. 1000 fois, mais on a la possibilité, et bon, si on veut s'en donner les moyens, on peut y arriver, mais ça demande, faut sortir de sa zone de confort. Et ça peut être difficile, et pourtant c'est tellement enrichissant, quoi. Et toi du coup, sur cette réflexion, tu te dis let's go, quoi. Voilà, donc c'est ça, je me projette dans ce voyage. Bon, je rencontre une fille, ça c'était pas prévu. Je sortais d'une relation aussi assez longue. Au milieu de ma gâche, en 2e année, je me suis séparé de mon ex-copine, ça faisait 4 ans. Et avec elle, j'avais un petit peu, pas enterré le projet, mais j'étais arrivé à des compromis. Elle n'aurait pas voulu partir dans un pays latin, mais on s'était dit, allez, on va peut-être aller en Angleterre. Donc j'avais revu mon projet, je dirais pas à la baisse, mais j'avais révisé certaines choses parce que on était 2 et que... d'un coup ça te concerne plus que toi. Voilà, et là j'étais de nouveau en pleine autonomie, en pleine possession de libre arbitre et sans compromis, donc j'ai dit j'y vais. Et j'ai rencontré ma copine actuelle, Manon, qui m'a pas retenu. C'est une belle preuve d'amour. Et au début, il n'était pas question de me retenir. Mais bon, quand ça s'est un peu... quand notre relation a évolué, j'ai dû me poser la question de si j'étais toujours prêt à faire ce pas. Et je me suis dit que c'était essentiel en fait que j'aille au bout de mes projets. J'en ai rêvé pendant des années. Et voilà, donc j'ai vraiment entamé les démarches. J'en ai parlé aussi sincèrement que possible et j'ai été entendu. En toute transparence, pour poser le projet. Pour poser le projet, pour faire les visas, Voilà, j'ai pas vraiment d'attache à ce moment-là. J'étais en coloc à Lille et c'était facile de partir. Et donc voilà, je suis concrétisé, transformé l'essai. J'ai mis mon cul dans l'avion et je suis parti en Argentine du coup. Dans un premier temps. Et du coup, t'arrives en Argentine, parce Et... que tu tournes une page d'un côté. Ouais. Tu te dis, vas-y, là j'ai fini le gros de ma formation, j'ai fini une mission de formateur pendant 3 ans, et là d'un coup je me retrouve en Argentine. Tu te retrouves en Argentine. À l'autre bout du monde, clairement. Ouais. Sur un autre continent. Et... À Buenos Aires
À Buenos Aires. À Buenos Aires, t'es arrivé à Buenos Aires. J'atterris à Buenos Aires. Naïvement, alors que j'ai quand même voyagé, mais naïvement, l'idée c'est intéressant parce que je me souviens me calquer beaucoup sur la Nouvelle-Zélande en me disant, bon, mes débuts. Tu parles anglais? Vous parlez pas Non. anglais? J'avais conscience déjà de l'écart de culturel, j'avais conscience que c'est pas non plus la même économie, que l'Argentine était en crise économique, mais tout ça c'est très abstrait aussi, tant que tu mets pas les pieds dedans, tu te dis ouais ok, ça c'est des informations, tu lis, mais ton cerveau, ça arrive pas au cerveau Ouais. réellement quoi. Et là tu débarques, C'est vrai ça en plus. et tu te dis, moi, je vais aller voir les boîtes intérim. En fait, ça n'existe pas là-bas. Il n'y a pas de boîte intérim. C'est pas compliqué. Donc je me dis, bon, mon projet c'était très similaire à la Nouvelle-Zélande, de me dire, tiens, je vais bosser un peu à Buenos Aires. Après, je vais décaler pour l'hiver. Je vais aller vers la Patagonie parce que j'avais envie de profiter de l'hiver, de skier, mais je me suis projeté dans deux moitiés de voyage. Je me suis dit, la première moitié, je vais être un peu sédentaire, je m'autorise à changer d'endroit et tout, mais je vais être plutôt en mode je loue un appart, je taffe. Tu stabilises un peu la situation. J'apprends la langue, j'avais pas de toute façon les ressources non plus économiques, enfin je m'étais pas préparé à dépenser sur un an sans compter quoi, donc je m'étais dit il faut que j'amortisse un peu, Coffre, ouais. 4 ou 6 mois où je travaille, où je mets un peu d'argent en poche et j'apprends la langue et la culture et tout ça, et après je pars voyager. Et donc, première désillusion, ça a été le visa, ça a été le travail. Ça, c'était une belle claque parce qu'il n'y a rien qui s'est passé comme je l'imaginais. Rien du tout, quoi. J'ai dû tout revoir. J'avais fait un PVT, donc Ouais. comme en Nouvelle-Zélande, je me suis dit clean, je peux travailler, je peux être en vacances. Le PVT en Argentine, c'est une arnaque. C'est une blague. En fait, en Argentine, il y a un numéro DNI, c'est comme la CNI française, qui est notre carte nationale d'identité, Ouais. et sans ce numéro, tu vas te faire Ouais. foutre. Tu n'ouvres pas un compte bancaire, tu n'as pas un contrat de travail, et tu peux même pas avoir un abonnement téléphonique. C'est un délire. Et c'est un délire, et tu te dis, bon, si tu as un PVT, on va te filer un numéro. Et non, on te file pas un numéro. On te file pas un numéro parce qu'on te considère comme de passage, transitorio. Même si ton visa, il est considéré sur un an, quoi. Il est considéré sur un an, en fait, Ouais, t'es de passage pendant un an. l'ambassade en France, l'ambassade argentine te le présente comme un visa de vacances-travail. Et j'ai lu sur des, enfin, il y a les PVTistes, il y a des sites pour préparer ton voyage, et personne n'avait mentionné la petite Oui. douille qui allait arriver. Donc je me retrouve à pas pouvoir ouvrir de compte bancaire dans un pays où il y a 20% d'inflation par mois, 10%, enfin hyper variable, où tu es du coup obligé de t'envoyer de l'argent d'Europe via Western Union, où tu peux pas payer par carte parce que tu te fais allumer sur le taux officiel. Donc enfin, il y a tout un aspect qui est économique, qui est compliqué, parce que finalement les banques pratiquent un taux officiel qui est parfois de moitié moins. Donc tu vas à la banque, tu vas retirer 100 euros, logiquement Oui. on devrait te donner 100 000 pesos. Putain, c'est énorme en fait. Je Ouais, savais mais pas que c'était autant. Ça vaut rien. 1000 pesos, ça vaut 1 euro. Voilà. Ah ouais, on est sur. Ah non, mais et ça, il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Il y a 20 ans, le peso, il était pas au niveau de l'euro. La du monnaie, dollar, elle a dégringolé quoi. Ah, mais- Et c'est le pesos, c'est propre à l'Argentine. C'est C'est un le- pesos argentin. C'est le peso argentin. Il y a Ah, le ok. peso chilien, effectivement. C'est un peu comme le dollar. Il y a un dollar Ouais. américain, un dollar Ouais. néo-zélandais, australien. Et le peso argentin, il est en chute libre. Moi, Waouh. pendant mon séjour d'1 an là-bas, ils ont imprimé 2 nouveaux billets. Ils ont sorti, quand je suis arrivé, il y avait que les billets de 1000, c'était les plus gros. En cours d'année, ils ont imprimé des billets de 2000, et quand je partais, il y avait des billets de 10 000. Tellement Ouais, ça craint. Quand ça commence à faire ça, ça craint. Après, Enfin, t'achètes ta baguette de pain avec des brouette, billets d'un milliard quoi. Non, mais je partais avec une banane pour les liasses de billets. C'était Pablo Escobar là-bas. Hein, t'as l'impression de nager dans du fric, mais ça vaut rien. Bon, voilà. Mais donc donc l'arrivée. Hein, Mais tu disais la banque quand tu vas retirer 100 balles, finalement qu'il doit te donner 100 000. Ouais. T'avais un taux de change que tu te faisais matraquer. Alors, t'as un taux de change officiel, à ce moment-là, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'était de 800 le taux pratiqué par les banques. Donc pour 1 euro, je recevais 800 pesos. Et quand je passais par Western Union, qui est une espèce de banque alternative qui te permet de t'envoyer du fric, on me donnait 1002, 1003. Ah oui. Donc t'es à Oui. 150, enfin, Ouais, à tu 50% gagnes, de plus. Tu gagnes un tiers. Ou tu perds plutôt si tu retires dans une banque, quoi, finalement. Tu te fais allumer.
ton pouvoir d'achat il est réduit Il se fait tabasser. à néant, quoi. Ouais. Donc passer les 10 jours, 2 semaines au début où t'es complètement en transe parce que tu découvres tout, enfin la ville, les gens, la vibration, c'est latin. Bon, l'Argentine c'est le moins latin des pays d'Amérique latine, c'est quand même très européen. Ouais. Ils ont tous descendance italienne, espagnole. Et t'arrives, t'es en transe parce que tout est nouveau, t'es stimulé tout le temps. Les gens, le week-end, ils sont dans les parcs, c'est rempli, ils jouent du tam-tam, C'est ils vivant. boivent leur maté, ça bouge à mort. Il y a du soleil, moi je suis arrivé, j'ai mangé 35 degrés dans la gueule, Ouais. j'étais en... Enfin, c'est gros dépaysement. Et puis dès que je commence à m'intéresser au plan un peu professionnel, là j'ai un peu des claques qui tombent. Donc je passe du temps, je suis passé au consulat, je suis passé au Migraciones, au ministère de l'immigration. J'ai passé beaucoup d'heures à essayer de régulariser ma situation, à me dire il y a un truc qui va pas, c'est moi qui m'y suis mal pris, il y a un problème, il faut que j'aille dans ces trucs, ça va se régler, mais ça s'est jamais réglé. J'ai dû me rendre à l'évidence au bout d'un moment que Ça marchait pas comme ça. ça ouais. marchait pas comme ça et Ouais. qu'il faudrait que je compose avec du black, avec ce qu'on allait me donner, quoi. Et du coup, t'as quand même pu travailler un petit peu. Et bien, ce que du coup j'ai commencé un peu à annoncer tout à l'heure, c'est que finalement, après des recherches infructueuses, bon, pour l'intérim, parce que le format me conviendrait bien, de pouvoir bouger et Oui, pas d'être D'être rattaché. missionné Voilà, que pendant des périodes. T'as une belle flexibilité, donc je suis allé quand même dans la rue aborder des ouvriers qui bossaient, j'essaie de trouver du boulot, quoi, et ça marche pas trop. Et là je me dis bon, je parle anglais, je parle français, je parle allemand, j'ai commencé à me débrouiller en espagnol, peut-être que le tourisme ça se tente, genre visite guidée de la ville en anglais, en français, que sais-je. Je commence à me tourner vers ces organismes là. Et je sais plus trop par quel hasard, un peu dans le désespoir, je donne même des CV dans des écoles de langue. Et c'est là où j'ai décroché mon premier taf. Et j'ai été embauché pour donner des cours d'anglais. Donc avec mon maigre espagnol, j'enseignais du coup à des Argentins l'anglais. Et en parallèle, mon espagnol il se développait à chaque cours oui. que je donnais. Parce Ah bah que oui, au il final, t'en apprendre beaucoup, ouais. T'es obligé de. Ah, je savais même pas que t'avais fait. D'accord, tu Ouais. t'es retrouvé prof d'anglais. je me suis retrouvé prof d'anglais et puis prof de français, et à la fin j'ai même filé 2-3 cours d'allemand pour une école à Lima, mais en gros ça a super bien marché. J'étais payé au lance-pierre, c'était de l'ordre de 4 dollars de l'heure, même en Argentine c'est un salaire bas, donc ça m'a permis de me maintenir, mais l'expérience a été incroyable. Tu m'étonnes. Parce que j'avais ce passif de formateur, vu que j'étais formateur en métallerie, mais ça n'a rien à voir d'enseigner une langue finalement. Ouais, Mais c'est pas la même approche pédagogique. c'est pas la même approche. Il y a des parallèles, il y a toujours de la transversale, quoi. Hein, Oui. mais j'ai un peu joué sur cet aspect-là. Je dis tiens, j'ai enseigné, j'ai pas précisé ce que j'ai enseigné. J'ai dit j'ai enseigné, je parle 3 langues. Ils m'ont dit ok, vas-y, donne des cours d'anglais. C'était voilà, ça s'est fait comme ça. Et du coup j'ai bossé là-dedans au début en présentiel et puis après pour pouvoir bouger, je suis passé en cours en visio, quoi. Et j'ai bossé là-dedans 3-4 mois, quoi. J'ai fait finalement. Je bossais 20-25 heures par semaine, des créneaux un peu aléatoires, et ça m'a permis de me maintenir au moins, si ce n'est... voilà, je rentrais pas tout à fait dans mes frais quand même, mais ça m'a aidé à me maintenir à flot. Sacrée expérience. Ouais. Et ça, t'as fait ça pendant combien de temps, t'as dit 4 mois 4 mois à peu près, ouais. Je suis arrivé en mi-mars, je suis arrivé à Buenos Aires, et j'ai trouvé ça en avril et jusqu'en juillet, jusqu'à fin juillet, mi-août même, 4-5 mois, ouais. Jusqu'à ce que en fait ma copine vienne me rendre visite. Manon, elle est venue en Argentine, et là j'ai tout arrêté, le boulot, on a fait un tour ensemble, et après j'ai pris mon sac à dos et je suis Ça a parti fait vraiment. l'entracte, c'est ça a ça. un peu coupé. Ça a marqué la transition de la sédentarité, retour à l'itinérance. Et du coup, là, t'as bougé de Buenos Aires. Là- Alors j'avais déjà bougé de Buenos Aires. t'étais déjà plus En là. fait, je suis resté 2 mois à Buenos Aires. Je suis parti vers Bariloche, c'est un peu la grosse station de ski d'Amérique latine. C'est vraiment les Brésiliens qui viennent là-bas et tout. Et en fait, je pensais passer l'hiver là-bas, mais c'était affreusement cher. Genre le forfait de ski, il était à 100 balles la journée.
Donc j'ai dit non. Je suis resté C'est calme ça. Ouais, je suis resté un mois. Moi, j'ai même tenté de donner des cours de snow là-bas. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, on y va. Donner des cours de snow en allemand. Voilà. Je me suis dit, ça se tente, quoi. Et donc, ça n'a pas marché, le coup des cours de snowboard, parce qu'il fallait que je fasse valider mon diplôme par une entité sur place. Et en fait, ils bossent pas du tout avec les Français. Ils ont même pas lu le truc. Ils ont dit, ah, t'es Français, bah, c'est mort. C'est bon. Ok, c'est pas grave. Merci, au revoir. Voilà. D'accord, merci. Et donc j'ai décalé dans une plus petite ville. Je suis resté un mois à Bariloche quand même, qui est une très jolie ville. Enfin la ville en soi, les environs sont incroyables. C'est un peu Annecy là-bas, mais c'est un peu construit à l'arrache, mais par contre le cadre est magnifique. Et donc c'est le début de la Patagonie, là on est vraiment à la frontière nord de la Patagonie. Et je suis allé encore 200 km plus bas, à Esquel, dans un petit village qui avait une station de ski un peu plus modeste, qui était et ça me faisait 35 € la journée à peu près de ski, donc quelque chose de très Abordable, ouais, abord. c'est Enfin, correct. c'est cher le ski, mais bon, Oui, ça reste à ce prix-là, c'était correct. Super neige et tout, j'ai fait du hors-piste, je me suis régalé. Je suis resté là-bas 2 mois. Donc voilà, les 5 premiers mois, j'ai fait Buenos Aires, j'ai fait Bariloche et Esquel. Et après, ma copine est venue et on a fait le tour du nord de l'Argentine, vraiment, tous les deux. Et ensuite, je suis parti au Pérou, j'ai fait la Bolivie, une partie, j'ai fait le Chili aussi. Après, je suis vraiment parti. Ouais, là c'était. Tous les 3 jours, j'étais dans un nouvel endroit. Où parfois, je restais une semaine ou 2 si ça s'y prêtait, mais sac à dos sur l'épaule, quoi. L'aventure. Ouais, backpacking. Mochilero, comme on dit là-bas. De ouf. Mm. Et ouais, du coup, Argentine, Chili. T'as fait un bout de Chili, le Pérou. Ouais. Tu Le disais Pérou. Lima, tu disais parler Lima. Lima, c'est au Pérou, je sais pas. Ouais, c'est la capitale du Pérou. Ouais. En fait, directement après le voyage avec Manon, j'ai commencé par faire le Pérou de long en large. J'ai passé 2 mois et demi au Pérou. Je suis allé jusqu'à la Il y a fin. plus haut ça. Le Pérou, ouais, ça n'a pas ça n'a pas de frontière directe. Ouais. T'as le Chili et la Bolivie qui touchent l'Argentine. Et en fait, le Pérou est juste plus au nord-ouest. Ouais. Et là, t'es déjà beaucoup plus haut. T'es en dessous de T'arrives l'équateur. T'arrives en Amérique centrale, limite quoi. Enfin, Ouais, juste t'y es un- pas encore, t'y es pas mais encore, t'es à la tu t'en porte. rapproches, C'est ça, en fait, au-dessus du Pérou, t'as l'équateur, après t'as la Colombie, et là Ouais. t'es déjà voilà, t'es déjà en Amérique Costa latine. Rica, tout ça. Ouais. Donc Pérou, Pérou 2 mois et demi, incroyable, un coup de cœur vraiment. Puis petit bout de Bolivie. Et t'arrives à voir, parce que moi, qui n'ai pas mis un pied sur le continent américain, qui, je suis sûr, j'attends que ça, donc un jour j'irai. Je te le souhaite. Mais t'as du mal, en fait, c'est ces continents que tu connais pas trop, et t'as du mal à différencier. Tu sais, ça peut être comme en Océanie, finalement, tu sais pas la différence entre des Australiens, des Néo-Zélandais. Tu vas avoir du mal en Asie avec toutes les cultures vietnamiennes, Thaïlande, Cambodge. En fait, tu fais une assimilation dans ta tête. Il y a des pays différents, il y a le Laos, enfin là-bas, tout ça. Tu te dis c'est forcément différent, ils ont chacun leur culture. Et puis c'est pareil en Amérique latine, tu te dis vas-y, t'as l'Argentine, t'as le Pérou, t'as le Chili. L'Équateur, T'as- ouais. Et j'imagine que, enfin, toi, je sais pas si tu t'étais renseigné avant, mais ça casse tout. Enfin, tu t'arrives vraiment à mettre la différence de toutes ces cultures-là, Ouais. ce qu'elles apportent, enfin, là où elles diffèrent chacune. Ben, en passant du temps dans ces pays, complètement, t'as une identité qui se dégage. Ouais. Je pense ça peut s'apparenter à l'image qu'on peut avoir de l'Europe quand on n'y vit pas. C'est la France, l'Allemagne, l'Italie. Ouais. Enfin, tu sais que les uns mangent des pâtes et les autres des schnitzel, mais tu vois pas les subtilités culturelles, la richesse que tu peux y trouver. Et l'Argentine et le Pérou, déjà, ça n'a rien à voir, quoi. Le Pérou, c'est beaucoup plus... c'est une culture qui est beaucoup plus exotique pour nous. L'Argentine, vraiment, tu t'es pas déboussolé. Enfin, il y a un autre climat, il y a des paysages incroyables, mais c'est comme la Nouvelle-Zélande, en fait. Bon, c'est pas comme la Nouvelle-Zélande, comme j'ai déjà illustré, mais parce que tu as la crise économique. Et ça, par contre, c'était un facteur quand même d'exotisme. Hein. C'est pas ce que tu recherches, mais clairement, t'as pas l'habitude. Mais les gens ont tous de la descendance italienne, espagnole. Il y a T'as une mixité culturelle monstrueuse. quoi. les autochtones de Patagonie, il n'y a pas un grand mélange, quoi. Il y a pas, comme au Pérou, vraiment les peuples... Une culture plus enracinée Quechua, par rapport à une mixité de l'autre côté. Ouais, quoi. le Pérou, un Argentin, tu le mets en Europe, tu vas te dire, il est d'ici, s'il parle pas, s'il ouvre pas la bouche, parce qu'ils ont quand même un sacré accent, même en espagnol. Mais un Argentin,
il te marque pas. Alors qu'un Péruvien, oui, tu sens que tu es dans une autre culture, on mange autrement et ouais, et puis tout est à 4000 mètres là-bas au Pérou. Oui. C'est aussi. Et toi, t'as ressenti. Enfin, ça t'essouffle. Ça se passe comment, enfin, quand tu es autant en altitude tout le temps comme ça? Je grossis un peu le trait. En fait, Lima, c'est quand même au niveau de la mer. Ouais. Mais effectivement, après, quand je suis parti dans les montagnes, dans les Andes, parce que la chaîne des Andes, elle s'étend elle arrive jusqu'en Équateur, en fait, et elle tire tout le Pérou, elle passe dans toute la longueur du Chili, la frontière Chili-Argentine. Et quand tu montes dans les Andes, moi je suis parti pour faire de la montagne, donc oui, dès lors que tu es à 4000 mètres, quand tu montes Cusco, la ville de Cusco, elle est à 3600, non peut-être plus bas, 3200. Et ben quand tu montes à l'épicerie du coin, la rue pavée là en pente, Ouais. tu la sens passer quoi. Ouais, tu l'as mérité. C'est Parce que t'achètes à l'épicerie là, un escalier que tu grimpes là-bas, ouais, et les gens le sont acclimatés parce qu'ils vivent à cette altitude toute l'année, donc C'est pour ça qu'il parlait des sportifs qui se préparaient des fois là-bas pour renforcer un peu. Et la Bolivie, c'est encore plus marquant. La Paz, capitale de la Bolivie, c'est à 3600 mètres et c'est tellement construit dans une cuve que tu as une partie, El Alto, qui sont un peu les quartiers pauvres, qui sont à 4000 mètres quoi. Et la ville, c'est la première ville de ma vie qui 4000 mètres, mais attends, je me demande à quelle hauteur il est déjà le Mont Blanc. 4800 Bah ouais, c'est ça, et enfin. des poussières, ouais. 4860 ou 4880, je sais plus. Mais oui, t'es au pied du Mont Blanc, quoi. Et... 4806. Ouais, ah oui. C'est un délire. Et à côté de La Paz, à même pas 1 heure. Si tu construisais une ville, un quartier au-dessus du Mont Blanc. c'est- Tu vas acheter ton pain, tu te poses chez toi. C'est ça. Et ouais, à 1 heure de La Paz, t'as le Huayna Potosí, le glacier à 6000 mètres, que du coup j'ai eu l'occasion de grimper Yes. aussi. Putain, trop bien. Ouais. Et toi, t'es friand un peu de ces activités de montagne de base ou c'était aussi découverte en étant là-bas? Moi j'ai toujours marché, j'ai toujours aimé randonner et mon père il m'a foutu dans des chaussures de rando à peine j'enchaînais 3 pas. Avance. Voilà. Marche ou crève. C'est ça. Non, j'ai beaucoup randonné. Après, ce que j'ai pas beaucoup fait, c'était camper dehors. Ça, on faisait pas trop. Ouais. Et là, En mode bivouac. ouais, pendant mon voyage, j'ai beaucoup fait ça, quoi. J'avais mon sac à dos, la tente, le duvet. Sur des grosses périodes, comme tu disais, ou au 5 moins des. 5 des 5 2-3 jours, jours, une semaine. Ouais, je partais en autonomie avec ma bouffe, mon réchaud. Et ça pour le coup, c'était de l'alpinisme, j'en avais jamais fait non plus, donc j'étais jamais parti piolet et crampons aux pieds, encordé, monter sur un glacier quoi. Donc et c'est vraiment avec du recul là, je suis rentré, les moments qui m'ont le plus marqué de mon voyage, c'était ces séjours en montagne complètement Déconnecté. seul dans la nature ou avec des amis. C'est ce que je garde de plus précieux quoi en mémoire. Ouais. Et le tour en forêt amazonienne aussi au nord du Pérou, ça c'était exceptionnel. Ça me paraît fou là, c'est vrai que ça fait. C'est dense comme ça, 1 an. Finalement, ça fait 1 an de départ-retour. Ouais. En expérience, ça a l'air ouf quoi. Enfin, t'as varié en plus les formats. Ouais, carrément. Ouais, et tu vois, tu me demandais si je m'étais renseigné. Bah, par exemple, je suis arrivé au Pérou, je ne savais même pas qu'il y avait un bout de forêt amazonienne. En fait, c'est la naissance du fleuve Amazon, le Pérou. Il traverse tout le Brésil et la forêt amazonienne, on la situe à peu près sur une carte. Tu vois, on se dit c'est là et tout. Et j'étais pas conscient qu'en fait, je pourrais aller naviguer le fleuve Amazon et aller me foutre dans la forêt avec des migales et des. Enfin, et moi c'était un rêve de gosse d'aller en forêt amazonienne, j'ai vu ça, je suis arrivé au Pérou, je me dis mais ouais gros. On y est. On y est. Donc, ouais, en plus, ça montre à quel point on se déconnecte de ce qu'on n'a pas dans notre environnement au quotidien. C'est-à-dire là, tu vis en France, tu fais ton quotidien en France, tu coules tes années. Et à un moment, je sais qu'il y avait eu cette histoire là, ça avait un peu fait parler. L'Amazonie, elle avait commencé à brûler. Enfin, elle avait brûlé fort et tout. Et les gens, ça parlait pas plus que ça, mais tu te dis, pour les gens qui vivent là-bas, ça devait être quand ça a brûlé sur la côte ouest, là, à Bordeaux, il y a quelques années, là, pendant un été, là, ça avait brûlé fort. Tout le monde, enfin, on en parlait au quotidien, c'était catastrophique, parce que ça a touché plein de gens qu'on connaissait. Enfin, les gens, ça va, il y a eu pas extrêmement de morts, tout ça, mais c'était, les gens annulaient leurs vacances, enfin, ça bouleverse tout le monde. Il y en a qui perdaient leur maison, il y a des trucs beaucoup plus dramatiques qu'annulent ses vacances, il y en a qui perdaient leur maison, des terrains, enfin, mais
Et d'un coup, on était dans un autre moment, t'as l'Amazonie qui brûle, on en parlait beaucoup moins. Et quand t'arrives, parce on sait pas ce que c'est en fait, on l'a Ouais. jamais vu, on entend que c'est une grande forêt, mais j'imagine quand tu y es, tu commences à lever la tête pour regarder la cime des arbres, tu te tords le cou et tu vois des bestioles que t'as jamais vues. Tu dis, c'est quel type de chien ça? Le Parisien de base, c'est un gros chien ça? Ouais. Non, c'est un buffle, Ah. c'est rigolo. Non, plus c'est loin géographiquement et moins on s'identifie, bien sûr. Et de pouvoir. Je crois que c'est ce qu'on cherche dans un voyage comme ça, c'est Ouais. de pouvoir palper ces choses-là, s'en faire une représentation. Et ouais. Ouais, t'as été servi du coup. Ouais, là j'en ai pris plein la vue, quoi. Incroyable. C'est ouf. C'est ouf. A las 12 lloraron. Se me olvidó empezar rápido. Ey, te pedí pa' los reyes y pa' Santa Claus. Los reyes picharon y Santa nunca llegó. Bon, et une fois qu'on a dit tout ça, donc voyage au top. Voyage extraordinaire. Voyage extraordinaire. Voyage extraordinaire et le retour en France. Et le retour en France. Même le départ là-bas, plus. Comment tu te sens quand tu vas prendre l'avion le lendemain? Quand t'es à la veille de prendre l'avion pour rentrer en France après avoir vécu une année comme ça? Et je pense que. Comment tu te sens? C'est une bonne Ça t'a question. fait gamberger un peu? En fait, j'ai profité de mes derniers jours, dernières semaines là-bas avec une intensité particulière. J'avais envie de rentrer. Et j'étais trop heureux d'être encore là-bas et de me dire que j'avais encore quelques semaines pour en profiter. Donc, non, beaucoup moins déboussolé qu'au départ, où en fait, je dois dire qu'avant d'être assis dans l'avion pour partir en T'es Argentine... reparti de Buenos Aires? Ouais, je suis reparti de Buenos Aires, j'avais acheté un billet aller-retour, ça convenait bien, Ouais. économiquement, c'était Ouais. pas mal. Et en fait, la transition était douce, mais je sens qu'elle n'est pas accomplie encore. C'est-à-dire que, Ah oui, en fait, t'es encore là-bas. ouais, j'ai pas tout à fait atterri, et j'imagine que c'est une bonne chose, mais ouais, non, j'ai pas senti le retour comme étant quelque chose de brutal, un choc thermique, une trempe à l'huile là ou à l'eau. À pisse d'âne. Non, ouais, ça a été doux parce que quelque part j'avais très envie de rentrer, j'avais envie de retrouver ma copine, ma famille, les copains. J'avais envie de retrouver la bouffe qui me manquait parce que le Pérou, Ah, les repères, les repères que t'as. culinaires, puis de poser mon sac. C'était et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas réellement déballé, donc c'est pour ça que je dis que j'ai pas tout à fait atterri, mais la transition, le retour a été plutôt doux en fait. Et comme j'avais un projet professionnel qui s'était bien dessiné, on m'attendait à l'Institut supérieur du métal dans le bâtiment, enfin j'ai repris mon poste de chargé de mission auprès du collège des métiers chez les compagnons, Ouais. à mi-temps. Ouais. Je savais, je rentrais le 11 février, je savais que début mars j'embaucherais à mi-temps. Ouais, t'avais déjà de la visualisation, enfin de la visu sur ce que tu allais faire. Ouais. Ça rassure, hein, d'un Ça côté, rassure, ça- ouais, on va ça pas se permet mentir. d'avoir- Bien que je doutais pas de facilement trouver du travail, même si j'avais pas de piste, mais ça c'était, ouais, j'étais attendu, donc ça a sûrement joué. Et ouais, un an c'est bien. J'ai rencontré des gens qui ont voyagé 7 ans, qui sont peut-être rentrés se poser, qui sont repartis. J'ai rencontré des gens qui partaient 2 mois, qui regardaient mon voyage en disant c'est incroyable 1 an, et ils ont raison. Mais alors tu tombes sur des gars, ça fait des gars ou des nanas, ça fait 7 ans qu'ils sont partis, ils Ouais. ont traversé le monde entier, et là tu te dis ah ouais, 1 an c'est quoi, c'est cool, il y a le temps de faire des trucs, mais donc non, j'étais heureux d'entrer, sans avoir envie de partir, c'était assez étrange. J'ai eu des très beaux moments les dernières semaines, parce que je profitais à fond en ayant conscience de la fin qui arrivait. Ouais. Et sur une année, t'es pas tout le temps à profiter de chaque instant. Il y a des journées où j'ai rien fait, où t'as besoin de te ressourcer, où
t'entreprends. Oui, de temps mort. De temps mort, exactement. C'est super important. Et moi, je sais que j'en ai besoin dans mon. Et voilà, donc j'ai beaucoup profité en sachant que j'allais rentrer. J'étais heureux de revenir. Trop cool. Mm. Et là. Et du coup, comment tu te projettes sur la suite une fois que tu as vécu ça? Parce que j'imagine que ce genre d'expérience, on a parlé de la Nouvelle-Zélande et là, l'Amérique latine, mais qu'est-ce que ça change dans ta manière de te projeter en France? Enfin, je sais pas si tu comptes rester en France et t'établir. Enfin, pour le moment, tu te projettes de vivre en France, quoi. Oui. Ouais. Et comment, et qu'est-ce que ça apporte à ta réflexion sur le fait de te projeter pour ta carrière, pour toi, pour l'expérience que tu as vécue à l'international comme ça? Qu'est-ce que ça a changé? Enfin, je reprécise ma question. Qu'est-ce que tu n'aurais pas eu dans ta réflexion si tu n'avais pas fait ce voyage? On a un sentiment qui est la pleine liberté, le choix de pouvoir recommencer ce qu'on veut. Il y a un déracinement temporaire qui te donne, c'est vrai, le sentiment de pouvoir tout faire. Ce qui est un peu ça déboussole aussi parce que il faut se poser les bonnes questions. En ce moment, je m'en pose plein. J'ai une envie de retourner à l'atelier. Ça me manque. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec mes mains, finalement. Et à la fois, j'ai un projet de micro-entreprise en formation / atelier. Donc, moi, ce que je recherche aujourd'hui, c'est une grande liberté dans la manière dont j'exerce mon travail, mon métier, quel qu'il soit, que ce soit de la formation ou de la fabrication de projets. J'ai envie de pouvoir décider quel jour je travaille, j'ai envie d'être en maîtrise de mon emploi du temps, de mes projets, tout en étant encore curieux. J'ai beaucoup de choses à apprendre, je pense. Donc là, tout est possible, et donc il faut aussi se poser les bonnes questions Enfin, c'est une période d'expérimentation pour moi, là, le retour, sachant que j'ai la sécurité du mi-temps qui Oui. Aujourd'hui, tu as une situation, en fait, c'est plus que ça t'ouvre à te dire les possibilités sont extrêmement larges, quoi, et ça te permet de prendre un peu de hauteur en te disant. Enfin, j'ai l'impression que ça apporte de la flexibilité, mais en pratique, en se disant effectivement, je peux aller travailler à un endroit, je peux aller travailler à un autre, je peux être très flexible, et aussi dans sa tête, en me disant rien ne m'engage, je fais ce qui m'attire, ce qui me fait, et si demain je peux switcher, libre dans sa tête et dans son corps, quoi. Totalement, ouais. C'est comme ça que Ouais. j'ai l'impression que c'est comme ça que tu le vois. Ça m'a fait réfléchir, le fait de donner des cours de langue. Je me suis dit que c'était un atout que je compterais peut-être exploiter. Et je ne sais pas s'il y aura des suites. J'ai eu l'occasion de faire des ateliers de vitraux en Argentine qui m'ont passionné. J'ai trouvé super intéressant le travail du verre, et du coup ça m'a donné envie d'intégrer dans des projets métalliques futurs des morceaux de vitrail faits main. Ouais, carrément. Alors qu'il y a d'autres manières de faire, mais c'est l'envie de travailler d'autres matériaux et de savoir que la reconversion ou même la diversification est possible et que c'est autorisé et qu'il faut s'écouter, quoi. Donc ouais. Et ça a étanché une soif aussi de voyage. Là, j'avais besoin de faire ce voyage pour rentrer et me consacrer à des choses un peu plus terrestres, un peu plus sédentaires, et de commencer à avoir des projets sur 4-5 ans, parce que là, à Besançon, en principe, je vais y rester quelques années. Parce que Manon elle est installée là-bas, et que Il y a un projet qui va se faire en attendant sur plusieurs années, donc donc ça te donne tu sais que tu seras dans le coin, ouais, au moins pour les 2-3 prochaines années, voir les 4-5, voire les 4-5. Donc Un pur franc-comtois. On va revenir avec un accent. saucisses de morteau dans les poches et cancaillottes. Stylé. Non, trop bien. Un voyage qui laisse des traces. Ça laisse des traces, ouais. Des bonnes traces. Moi, ça me donne envie de voyager, du coup.
Mais t'as pas attendu que je te raconte ça pour avoir envie de voyager, je crois. Ouais, mais ça conforte mon envie de voyage. Bon, je suis ravi. Non, trop cool. Maintenant, quand on a parlé de voyage, on va parler de culture. Très bien, très bien. It's time. Ouais, non, le but, on va l'introduire un peu de manière très explicite au début. Là, le but, c'est que j'aime bien l'idée que sur les podcasts, on prenne un moment pour parler de culture, en dehors du métier, de préférence, de produits culturels qu'on a vus. Donc, que ce soit un bouquin, un spectacle, un film, un jeu, une expo, peu importe, un album, peu importe, j'aime bien, ce sera la rubrique conseil culturel. Ok. Donc on y est. Est-ce que par hasard t'aurais quelque chose à nous conseiller? Enfin, j'imagine que oui, parce que je te l'ai demandé. Heureusement, tu m'as laissé réfléchir à la question avant. Bon, je vais pas vous faire l'affront de proposer quelque chose à l'autre bout du monde, parce que en Amérique latine, j'en aurais à vous conseiller aussi, mais donc j'ai pensé à Lille où je vivais, où j'ai fait. T'as vécu 3 ans? Où j'ai vécu 3 ans, ouais, 3 ans et demi, à la salle de concert, l'Aéronef, qui est à Lille Europe, à la gare Lille Europe, et qui a vraiment été une super découverte pour moi, une source de justement de culture permanente, quasi permanente, alors, avec plus ou moins d'intensité, mais ouais, l'Aéronef à Lille, c'est une petite salle de concert qui est dans le bâtiment Euralille, entre les gares, finalement c'est les gares Lille Europe quand on se dirige vers la gare Lille-Flandre. Ouais. Elle est en hauteur, il y a un espèce d'escalier industriel métallique qui te mène à l'Aéronef, et c'est spectacle sans gravité, ils sont à fond dans leur délire d'apesanteur et Mais c'est quoi? C'est une salle de spectacle où il y a un programme permanent, ou c'est une salle qui accueille des événements, des concerts, des spectacles? Ouais, c'est une salle qui accueille des événements, des spectacles, des concerts. Donc j'ai eu l'occasion de voir parmi un peu les grands noms, j'ai vu Groundation, pour ceux qui aiment le reggae, Dub Incorporation, donc deux groupes qui n'ont pas grand chose à voir. Groundation du reggae roots, Dub Incorporation un peu la pointe le fer de lance du reggae francophone, quand même gros nom. J'ai vu The Who, mais pas le groupe britannique, le groupe mongol, du rock mongol, guttural et tout, enfin un truc hyper que j'écoutais, et quand j'ai su qu'il passait à l'Aéronef, j'étais dingue. Et donc c'est hyper atypique. The Who, ils ont été assez connus quand même, hein, c'est pas un truc de niche, mais la richesse de cet endroit, je trouve, de l'Aéronef, c'est que tu peux y voir des grands noms, je mets des guillemets, mais tu peux y voir des gens connus de manière internationale. Dubbing, j'en ai entendu en Argentine, c'est pour dire. Et à la fois, c'est une salle à laquelle tu peux t'abonner. Donc tu achètes ton abonnement, c'est 15 € par an, et tu as des concerts gratuits. Donc tu débarques un dimanche soir, c'est de la musique expérimentale, nana elle se torture sur scène, elle chante avec du champagne en bouche, enfin il y a des trucs complètement perchés, mais c'est ce que je trouve très attrayant à cette salle, c'est qu'en fait t'as pas besoin d'y aller avec une intention. C'est un lieu de curiosité, quoi. C'est un lieu de curiosité, ouais. Tu vas être surpris, alors parfois on y allait avec des potes spontanément, tiens c'est dimanche, il est 16h, il y a un truc à 18h, t'en as jamais entendu parler, et parfois c'était une belle surprise, tu passes une bonne soirée, il y a 15 pelés dans la salle, du coup c'est un show presque privé, et tu te dis bon ok, c'était rigolo, mais rien d'extraordinaire. Et à l'inverse, parfois ça t'ouvre l'esprit en fait, vu que c'est tellement peu cher, et que tu as des concerts gratuits, t'es invité à des événements gratuits, ça t'invite à la curiosité en fait. Et j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit de cette salle, et ce qu'ils proposaient, la démarche en fait, et elle existe depuis longtemps en fait. Et en termes de volume, c'est quoi? C'est une salle qui est, j'imagine à côté de Lille Europe, c'est une grosse salle, non? C'est une salle, j'aurais du mal à... La grande salle, elle peut être divisée en deux, donc les concerts sont soit en grande salle, soit en petite salle, mais non, c'est relativement... Ça reste modeste, quoi, je veux dire.
dubbing qu'on se marchait dessus. La salle était remplie à ras-bord et on était. Bon, j'ai pas de référence à te donner là, c'est difficile de. Mais c'est pas une très grande salle. C'est pas un Zénith, c'est pas. C'est assez modeste. Et je trouve que les activités proposées sont extraordinaires, quoi. Ouais, du coup, par rapport à quelqu'un qui vit actuellement à Lille ou qui passe... Parce que tu parles d'un abonnement que tu as annuel, mais pour les gros événements, tu vas reprendre ta place pour assister aux gros concerts. Ouais. Et T'as ouais, une réduc. Ah oui, T'es abonné, donc carrément, tu ouais. baisses le prix de la place de 5 à 10 euros. En fait, en 2 concerts, t'as ah oui, amorti ton abonnement annuel, quoi. Ah, donc c'est le lieu à prendre en compte pour les Lillois, quoi. Ouais. Ou pour ceux qui passent, qui sont en études ou qui... Totalement, ouais. Trop cool. Et la salle, c'est quoi? C'est un peu la vibe industrielle, tu disais, tu parlais d'un escalier, c'est que ça fait un peu indus, béton, béton, acier. Bah, à Lille, le bâtiment c'est verre acier majoritairement, et t'as ce gros escalier galvanisé industriel qui flanque tout le bâtiment. Et bon, tu croises sur ces escaliers, tu croises des personnages étranges qui sortent de la salle ou qui juste squattent là, et tu fais aussi des rencontres un peu intéressantes, quoi. Déjà que la population lilloise toute seule, ça peut être parfois un peu exotique. mais c'est vrai que sur cet escalier devant l'aéronef, tu croises des silhouettes un peu obscures parfois. Ça fait- Ouais, tu vas pour remplir ton Pokédex. Voilà. C'est bien dit. Ouais, trop cool. Ah bah, trop cool. Mais, c'est dommage que j'ai pas pris le temps de passer par cette salle, ouais. Parce que non. Mais ouf, mais je prends note. Et à l'occasion, j'irai. Si tu repasses là-haut, je te conseille. Ah bah carrément, c'est sûr que je repasserai à Lille, ça c'est sûr. Et je me le note bien ça pour essayer d'y penser pour la prochaine fois. Jumeler ça avec un bout de concert là-bas, ça peut être cool. Ouais. Carrément. Ça peut être cool. Carrément. Et ben cool. Du coup, c'est le nom de la salle, rappelle-moi. Aéronef. Aéronef. Ouais. C'était Aéronef à Lille. L'aéronef à Lille. Super. Eh ben moi aussi, j'ai un truc à te conseiller. Ok. Alors, Je suis tout oui. je sais pas si t'en as, si on en a déjà parlé. C'est possible. Je sais plus. Mais bon, tu me diras. C'est une chaîne YouTube Ok. que j'ai à te conseiller. Et au-delà de ça, même un créateur de contenu, mais qui s'illustre par sa chaîne YouTube que je trouve ouf. Alors, moi, je suis plus team vidéo YouTube. J'aime bien les séries, j'aime bien les séries d'animation, les séries type Netflix, les films et tout, j'aime bien. Mais j'ai du mal à le consommer au quotidien parce que t'as un peu ce côté. En vrai, je m'endors devant, quoi. Le moment où je regarde ça, tu sais, t'as fait ta journée, tu te poses sur ton canapé, tu dis 3, 2, 1, dormez. Derrière, c'est très pratique parce qu'au moins Tu sais comment t'endors. Ah ouais, j'ai mon rituel, ça m'aide à. Ça m'aide à dormir vite. Mais ouais, non, du coup, la chaîne YouTube que je voulais te parler, c'est Alt236. Ok. Je sais pas si ça te parle. Non. Alors, c'est une chaîne YouTube qui a été créée en 2016 et qui est un peu dans un univers. C'est une chaîne YouTube narratif où la personne qui gère ça, qui est Quentin, j'ai noté là. Est-ce que j'ai le nom? Quentin Boeton, je crois. J'ai peur de mal le dire. Je crois qu'il s'appelle comme ça, j'arrive plus à le retrouver. Mais bon. C'est une chaîne, ouais, qui a un genre un peu dans les univers sombres, très liés à la culture, un peu enfin les univers sombres, c'est un peu dans la culture artistique. Que les gens ne connaissent pas du grand public, tu vois. Enfin, quand on va parler de culture artistique, on va parler un peu de tous les arts avec le cinéma, les films connus, les peintures connues, les choses comme ça. Lui, il va plus aborder des choses un peu plus sombres que les gens connaissent moins et essayer de se mettre à la place des artistes, à la place des gens qui consomment ce genre de culture pour savoir d'où vient l'intérêt, quelle est l'approche du mec qui crée cet art-là. Et c'est ouf parce qu'il a une voix. En fait, quand tu regardes sa chaîne YouTube, il a une voix et il crée un univers qui fait que tu te plonges dedans de fou furieux. C'est ouf. Okay. L'univers qu'il crée, dans l'ambiance qu'il met dans son contenu, il est ouf. Et du coup, il a plusieurs séries. T'en as une qui va s'appeler Mythologics. Donc en fait, il reprend des univers
c'est assez large. Genre, il peut reprendre un univers de jeux vidéo et en conter un peu l'histoire, parce qu'il trouve que l'histoire, dans le fond, elle est très particulière. La création de ce jeu-là, ou la démarche de créer ça, elle est intéressante, et du coup, il va le conter et de manière très exhaustive. C'est ça qui est fou. C'est qu'en ayant une approche narrative où en fait, il te conte un peu son histoire, c'est super pertinent ce qu'il dit. En fait, le sujet, quand tu regardes sa vidéo, n'importe quelle vidéo, t'en auras eu un peu de tous les tenants et les aboutissants, quoi. Il va savoir développer son sujet de manière plutôt exhaustive. C'est chouette. Et t'as ce côté mythologique. Par exemple, il a fait une vidéo qui est exceptionnelle, qui parle des SCP. Je sais pas si ça te parle. Les CP. C'est un espèce d'univers de... C'est pas des créatures c'est enfermées ça. avec C'est des ça. espèces de bizarres. Exactement, Ah, si, je vois c'est très bien. un truc d'écriture collectif Je en vois fait, bien. où quelqu'un a créé un univers et tout le monde a participé à cet univers-là en créant des petites histoires sur des créatures fictives et C'est la un jeu. manière de les contenir. Ouais, c'est un genre d'asile de c'est ça, contention c'est ça. de C'est une prison créatures. imaginaire où il y a des anomalies Ouais. et du coup il te parle. La vidéo, je l'ai vue 2-3 fois. Ok. Elle est incroyable Et- parce qu'il traite tout le sujet et c'est ultra absorbant en fait. C'est ouf. Et c'est pas du pur audio du coup, t'as du... Enfin, si tu dis qu'il y a la vidéo, c'est qu'il y a aussi du matériel visuel, enfin... Et ben là, ça me permet de switcher et de dire que en fait son travail est incroyable, parce que déjà de mettre en place de manière de compter un univers, que ce soit très documenté, qu'il arrive à être super exhaustif dessus, qu'il a un ton de voix bien, une belle écriture dans ses vidéos. En plus de ça, il y a le côté visuel. C'est-à-dire l'ambiance qu'il met visuelle, elle est aussi là. Ok. Il met les images, il met des illustrations qui appuient ses propos, il va piocher, enfin, t'es jamais perdu, tu sais exactement où t'en es dans son récit. Et en plus de ça, le côté musical, il faut savoir que toutes les musiques qu'il met dans sa chaîne YouTube, c'est lui qui les fait. Ok. C'est un truc de fou. Il est musicien aussi à côté. Enfin, c'est un gars qui a une multitude de casquettes et qui a un travail exceptionnel. Et cool. donc, il y a ce côté mythologique, il y a le côté, du coup, Stendhal Syndrome, je crois que c'est le nom de sa série. Ça me parle, ça. Stendhal Syndrome. Oui, parce que ça te parle. Parce que. Attends, je cherche juste la petite Le note que j'ai. syndrome de Stendhal. Ouais, c'est ça. Tac, je les ai mis où? C'est Je pas crois. Stockholm. Le Stendhal Syndrome, en fait, grosso modo, je crois qu'ils appellent ça le syndrome de Florence, c'est un autre nom. Ok. C'est un syndrome qui est réel, qui définit le fait d'avoir une réaction vraiment physique devant une œuvre d'art que pas que tu ne comprendrais pas, mais qui te bouleverse en fait. Et c'est vraiment soit parce que tu comprends pas l'approche, soit parce que je sais pas quoi, mais tu vois une œuvre d'art et ça fait vraiment réagir. T'as la pulsion du cœur qui s'accélère, tu te mets à en faire un malaise. Ça, c'est le nom du syndrome. C'est un syndrome. Le syndrome de Florence, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il a fait une série là-dessus où il traite des artistes, où vraiment il va voir des artistes, il va traiter leurs œuvres et qui sont vraiment décalés, qui respectent pas tous les codes et qui ont vraiment leur propre approche. Et c'est ouf parce que il y en a un où il parle de Giger, qui est un gars qui a fait des œuvres où c'est un peu du gore, avec il y a un côté alien, un côté gore, un côté très transhumanisme, enfin ce côté où tu es entre l'humain et l'alien, et ces œuvres, en fait tu vois que le travail déjà d'illustration il est ouf, enfin son travail à cet artiste là il est ouf, mais c'est dérangeant en même temps, et il t'explique un peu ce relationnel entre son super travail et son côté dérangeant. Et ce gars là il a fini par travailler sur les films aliens, il me semble. Il explique toute sa carrière et l'influence qu'il a eu dans son secteur, c'est incroyable. Donc dans une super chaîne YouTube. Il a aussi une autre série qui s'appelle Le Prisme, et qui est une série purement audio ce coup-ci, où il raconte dans des univers. Il se met à la place d'univers mais complètement différents. Genre à un moment il te parle d'un gars un peu en mode viking, qui emmène qui se retrouve à faire un pèlerinage où il va grimper une montagne, et il t'explique que plus il monte, moins il a d'oxygène. En fait à chaque fois tu sais pas trop, il te lâche dans un univers et en fait ils trouvent un prisme, ils sont à la recherche d'un prisme et tu sais pas ce que c'est, ils te le donnent pas tout ça, et c'est ouf. Et d'un autre il va te parler d'une prison spatiale où quelqu'un essaie de s'échapper de cette prison pour aller trouver ce prisme. L'univers est complètement différent dans chacun de ces épisodes, mais t'as toujours ce fond commun et je trouve ça
L'univers est fou et bien maîtrisé. Ok, bah trop bien, en tout cas ça intrigue, ça donne envie d'aller voir. Je suis assez friand déjà en plus de ce genre de contenu alternatif, Ouais, un sympa, peu ça. obscur. Moi ça me fait penser à Cthulhu, l'univers de Cthulhu un petit peu, Ouais. qui est jamais expliqué totalement, où Mais t'es carrément, ça, totalement tout le temps confronté à des bizarreries C'est et ça. des horreurs. c'est clairement des- le genre de sujet qu'il pourrait traiter. Et il traite des fois des vidéos qu'il appelle exploration sur une œuvre où il va t'expliquer toute l'influence qu'elle a eu, les détournements, enfin les copies qu'il y a eu, genre sur l'île des morts, un tableau ultra connu. Ouais. Elle est monstrueuse cette vidéo, je l'ai trouvée folle, je l'ai revue 2-3 fois aussi. Je la trouve folle. Ah, ça donne envie d'aller voir, Donc ouais, Al 236, c'est ma recommandation. très bien. Merci pour le partage. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir, je t'invite à aller checker ça. Get down to the matter. Before time we've got, just walk away. No sign in no banner. Yet your words never go astray. Thank you for the strength, my friend. Give thanks for the wisdom. You are the real dawn. Yeah. Like a lucky day. See, but drop a jacket down there. Deep struggle always, you know how it is. Got to make it out there with gratitude. We love for the reason why we stay alive. Ça s'entend. C'est à la Loup de Wall Street là. Oui. Euh, Oui, j'ai la réflexion. Où ils ont. En plus, je crois que c'était pas prévu dans leur scénario de faire ça. Ah ouais, Ouais. c'est improvisé. Ouais, je crois qu'ils ont improvisé c'est ça. dommage. En fait, ils ont commencé à faire les deux ça avec le DiCaprio. Ouais, c'est. Oui. Ouais, très drôle. Mais ouais, on est déjà. Le temps qu'on parle, on est déjà à la fin. Tout à fait. J'ai un train à prendre. T'as un Encore. train à prendre. On n'arrête pas le voyage. Je crois qu'on a 1h30 de tirage de podcast que j'ai refiltré. Je sais pas combien ça fera de temps à la fin. Je pense une heure. Excellent. Une heure, ou un peu plus, je verrai. Je verrai après montage, mais très cool. En tout cas, merci. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé tes histoires, tes expériences. C'était cool. Bon, ça m'a beaucoup appris. Ben, Et ça fait kiffer, ouais. Ça donne envie. Bah, C'est le truc. moi, je suis ravi d'avoir été invité. Franchement, c'est chouette d'être invité à parler de ces expériences parce que, comme tu l'as dit, on n'a pas toujours des occasions et puis on n'a pas toujours envie de s'imposer, de dire tiens. Et là, tu m'as offert une belle opportunité de partager ça et bah, je te remercie. C'est chouette. Déjà, si ça peut faire kiffer des gens d'entendre ça, enfin, je pense que ça peut faire kiffer des gens d'entendre ça, d'entendre ton expérience, tout ça. Mais déjà, rien que moi, moi j'ai gagné mon après-midi. Trop bien. J'ai eu cette expérience-là, donc c'est trop cool. Bah super, en tout cas, merci encore. Ouais, je te souhaite un bon retour. Un bon retour et à très bientôt. Ben, merci. Ouais, à bientôt. Qui reste dans la vague en Italie. Allez, salut. Insistant comme me passe sur les pavés. Cette pierre que t'as lancée dans la mare de mes pensées. Qui reste dans la vague s'en est allé. Yeah, 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 yeah. Look straight again. Give thanks for the wisdom. You are the real dawn. Built on the long run. Thanks again. Man, I'm bigger for the wisdom.